Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que j'ai eu des demandes concernant différentes choses et notamment l'agressivité. Comment gérer l'agressivité éventuelle des enfants ou des jeunes vis-à-vis de leurs parents ou vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis des autres. Alors je vais essayer de vous apporter certaines petites pistes pour réfléchir à la question, pour trouver des petites solutions, des petites astuces. Maintenant, il faut bien être conscient que chaque enfant et chaque jeune est différent et que je suis juste une maman qui va vous transmettre des conseils qu'elle a elle-même reçus, des choses qu'elle a testées, et je suis en aucun cas une professionnelle qui a fait des études et qui peut vraiment vous apporter quelque chose. Donc voilà, je vous propose de tester ce que je vais vous proposer, et si ça n'apporte rien, il est évident qu'il est important d'avoir recours à un professionnel qui va pouvoir vous aiguiller probablement mieux que moi. Alors voilà, comme je le disais au niveau de l'agressivité, il y a deux types d'agressivité. Il y a l'auto-agressivité, les jeunes ou les enfants qui vont se faire du mal à eux-mêmes, se frapper la tête, pratiquer l'automutilation, des choses de ce genre-là. Et il y a l'hétéro-agressivité. À ce moment-là, il s'agit plutôt de s'en prendre aux personnes qui nous entourent ou aux objets cassés, détériorés, etc. Alors, la première chose que je propose de faire, c'est de parler des causes de cette agressivité, parce que je pense qu'il est essentiel d'essayer de déterminer les causes pour pouvoir intervenir par la suite. Sur le long terme en tout cas, je vais essayer de vous donner des astuces pour gérer la crise en situation d'urgence. Voilà, je suis en plein dedans, qu'est-ce que je fais? Et je vais essayer de vous donner des astuces et des outils pour essayer de voir sur le long terme ce qui a provoqué les choses et ce qu'on peut faire. Alors les différentes causes, la première qui paraît en général être la cause essentielle de l'agressivité des jeunes et des enfants en situation de TSA, c'est la communication, ou plutôt l'absence de communication, la difficulté de communication qu'ils ressentent. S'ils n'parviennent pas à exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie de dire, ce qui les dérange, etc., ça va dans de nombreux cas provoquer de l'agressivité, des crises et de la violence. Il y a aussi une autre cause qui peut être la sensibilité. On sait que les jeunes et les personnes en situation de TSA ressentent les choses de manière très très différente. Ils peuvent avoir une sensibilité exacerbée à la lumière, au bruit, à la foule, à la proximité avec les gens. Donc voilà, ça sont toutes des choses qui peuvent provoquer des crises et de l'agressivité. On a aussi tout ce qui est plus dans le domaine de la douleur, du malaise, de l'inconfort. Alors là, on est sur des choses comme voilà, un mal de tête, un mal de dents, une chaussure trop serrée. Voilà, ça peut être vraiment différentes choses qui sont gênantes et difficiles à exprimer et qui vont provoquer un inconfort, un malaise et de l'agressivité. Il y a aussi parmi les causes la difficulté à comprendre et à exprimer les émotions que l'on ressent. C'est dans ce genre de situation où on va pouvoir avoir un enfant qui va ressentir une forte excitation, un grand bonheur, quelque chose de vraiment très intense, et qui va le traduire sans qu'on comprenne par de l'agressivité parce que lui-même n'arrive pas à maîtriser et à comprendre ce sentiment qu'il ressent sur le moment. Et évidemment, il y a une des causes aussi assez importantes, c'est la frustration. Donc un jeune, un enfant, une personne qui va essayer d'obtenir ou d'éviter quelque chose par un comportement agressif, par des cris, par un comportement où ils vont casser des objets, voilà, de la détérioration, etc. Ils vont réagir à tout ça pour éviter ou pour obtenir quelque chose ou pour simplement obtenir de l'attention de la part des personnes qui l'entourent. Donc ça, c'est les différentes causes qu'on peut, en tout cas que moi j'ai pu identifier par rapport à mon expérience et à ce que j'ai pu avoir comme échange avec des professionnels.
Évidemment, je ne vais pas me contenter de vous exposer les causes possibles, je vais vous donner un peu des outils et des manières de travailler sur tout ça. La deuxième chose qu'il va falloir observer et voir un peu comment ça se passe, c'est les manifestations en fait de ces crises, de cette agressivité. Est-ce qu'il s'agit de se frapper la tête? Est-ce qu'il s'agit de donner des coups? Est-ce qu'il s'agit de casser des objets? Est-ce qu'il s'est crié? Est-ce qu'on va provoquer la personne qui est en face de nous en essayant de faire des choses qui vont la déranger, etc. Voilà, voir un peu comment ça se manifeste. Pourquoi c'est important d'observer la manifestation? Parce que sur le long terme, on va peut-être pouvoir se rendre compte que certaines manifestations correspondent à certains soucis, à certaines causes. J'entends par là moi par exemple, je pense que les exemples c'est toujours ce qu'il y a de plus parlant. J'ai un enfant qui pousse des petits cris, voilà, quand il est content, quand il n'est pas content, quand il se passe quelque chose, il pousse régulièrement des petits cris. Et à force d'observer, j'ai pu identifier qu'un cri en particulier, une manière de crier en particulier, est systématiquement liée à une douleur. Donc, quand il pousse ce petit cri, je sais tout de suite que soit il vient de se cogner, soit c'est très flagrant, il vient de se cogner, il pousse ce petit cri, je vois, voilà, il fait ce cri parce qu'il a mal. Mais ça peut parfois être beaucoup plus subtil et qui va régulièrement pousser ce petit cri. Et sur le long terme, je vais me rendre compte que il pousse ce petit cri parce qu'il a mal quelque part. Donc en cherchant un peu, je vais pouvoir découvrir qu'il a mal au ventre. Je vais pouvoir du coup intervenir avant qu'on parte sur quelque chose de plus intense et de plus fort au niveau de l'agressivité. Donc voilà, l'observation des manifestations vont parfois pouvoir vous aider à comprendre. J'ai un autre exemple, j'ai un enfant qui, pendant sa première année d'école, à un moment donné, pendant un week-end, a été infernal. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et la manifestation, c'était qu'il essayait limite de s'arracher les cheveux. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe au niveau de sa tête. J'ai donc décidé d'observer un peu plus attentivement et là j'ai tout simplement découvert que l'enfant pendant sa première année d'école avait attrapé des poux et la sensation de démangeaison était juste insupportable pour lui. Il était très agressif, il s'arrachait les cheveux, il frappait, voilà. Donc vous voyez que observer la manifestation de l'agressivité, la manifestation de la crise peut vous aider à en arriver à identifier la cause exacte et du coup à avoir le comportement adéquat pour aider. Donc, ce que je propose de faire dans un premier temps, donc ça c'est la première astuce que j'ai à vous proposer, c'est de tenir une sorte de journal. Alors on pourrait dire oui mais bon moi j'ai besoin d'agir sur le moment, j'ai besoin de savoir tout de suite ce qui se passe. Je vais vous donner par la suite des astuces pour réagir tout de suite et pour essayer d'apaiser tout de suite l'agressivité et la crise. Mais ce qui est important sur le long terme, c'est de déterminer pourquoi ça arrive et de pouvoir anticiper et de pouvoir réagir le mieux possible. Donc, c'est quand même super intéressant de tenir une sorte de journal que vous pouvez mettre en lien, par exemple, avec la vidéo que j'ai fait précédemment, donc avec les grilles d'analyse fonctionnelle qui vous permettent d'établir, il s'est passé un tel événement, avant il s'est passé ceci, cela, on était à un tel endroit, il s'est passé ça, il a manifesté ou elle a manifesté son agressivité, sa crise d'une certaine manière et voilà, comment ça s'est passé par la suite, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a pu l'apaiser, etc. Ce genre de fiches et ce genre de grille d'analyse va vous permettre vraiment au bout de 3 ou 4 occurrences de repérer des choses qui se sont passées, de repérer des choses qui reviennent de manière récurrente et qui vont vous donner des indications sur ce que vous pouvez mettre en place sur le long terme pour aider la personne à ne plus être obligée quelque part d'avoir recours à cette agressivité pour vous faire comprendre les choses. Alors, je peux donner un exemple aussi, un ou deux exemples qui vont vous permettre de comprendre comment on va pouvoir utiliser ces grilles. Voilà, on va remplir une grille parce qu'on se rend compte que le matin, on a un enfant qui fait des colères, mais pas systématiquement. Du coup, on a un peu de mal à identifier ce qui se passe, on a un peu de mal à situer le problème. On va faire la grille
et on va se rendre compte au bout de 3 ou 4 occurrences de crise le matin que voilà, on se rend compte que systématiquement quand l'enfant a une tartine au choco par exemple pour déjeuner, tout se passe bien. S'il a des céréales, c'est un carnage. Alors évidemment là, la cause va apparaître de manière assez claire. Il semble évident que l'enfant fait systématiquement une crise quand le petit déjeuner qui lui est proposé ne lui convient pas. Donc voilà, on va pouvoir intervenir à ce niveau-là. Dans le même état d'esprit, on va avoir un enfant qui systématiquement le soir va faire une colère quand il est dans sa douche. On va essayer d'observer les choses de manière un peu plus détaillée et on va pouvoir éventuellement se rendre compte, voilà, c'est une fois que les cheveux sont mouillés, voilà, les cheveux mouillés, c'est quelque chose qui visiblement la personne ne supporte pas. On va se rendre compte que c'est à ce moment-là qu'elle commence à frapper dans tout, qu'elle commence à s'énerver, à se taper la tête dans la douche. Voilà, j'imagine, mais c'est des situations qui peuvent se présenter. Quand on aura à plusieurs reprises observé les choses de manière détaillée et qu'on se sera rendu compte que c'est systématiquement quand les cheveux sont mouillés qu'il se passe quelque chose, on va pouvoir aussi anticiper, par exemple en trouvant des solutions qui peuvent être toutes bêtes, comme simplement lui mettre un bonnet de bain pour prendre la douche et mettre des choses en place plus ludiques et plus douces pour laver les cheveux de la personne, par exemple. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir recours à ce journal et prendre des notes. Sur le long terme, si les choses que je ne vous propose ne vous aident pas, le fait d'avoir établi un journal de ce type-là pourra aussi aider un professionnel à vous apporter des solutions plus précises et plus adaptées. Alors au niveau des solutions justement, je vais reprendre les différentes causes que j'ai citées au début de la vidéo et je vais vous donner des idées, des pistes de solutions en fonction des causes qu'on a pu établir. Alors si il se trouve que le problème vient de la communication, il est évident qu'il va falloir mettre en place une communication alternative. Si l'enfant ou la personne n'est pas capable de s'exprimer correctement verbalement, il va falloir lui donner un autre moyen d'exprimer les choses, que ce soit via une méthode PECS ou que ce soit via une autre méthode. Il existe des tas de méthodes qui peuvent être adaptées à chaque personne. Il y a des systèmes de signes, il y a des systèmes d'échange d'images, voilà, il y a différents systèmes de communication qui peuvent se mettre en place. La première chose à tenter, je pense, selon moi encore, c'est la méthode PECS, c'est-à-dire des images. Vous pouvez commencer par un petit tableau avec différentes choses, faim, froid, manger, boire, voilà, des choses qui peuvent éventuellement poser problème à votre enfant et qui pourraient avoir envie de vous exprimer et utiliser ça. Je vous recommande quand même d'avoir l'aide d'un professionnel pour mettre en place ce genre de technique. Personnellement, je les ai utilisées. Je peux éventuellement, si ça intéresse certaines personnes, essayer de faire une petite vidéo sur les bases de la méthode PECS, mais je ne suis pas en mesure de vous accompagner. C'est beaucoup trop subtil et beaucoup trop adapté à un enfant en particulier ou à une personne en particulier pour que je puisse moi vous donner des valeurs universelles, je vais dire, pour vous accompagner là-dedans. Donc pour une communication alternative, il est important selon moi d'avoir un contact avec un professionnel, que ce soit un logopède ou un organisme comme le SUSA par exemple, qui peut vous apporter une aide à ce niveau-là. Alors si la cause vient de la sensibilité, comme par exemple l'histoire de la douche, voilà, il a une sensibilité quand il a de l'eau sur les cheveux, on peut trouver des solutions. Si c'est une sensibilité, voilà, pour les cheveux, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eau sur les cheveux ça le dérange, on peut trouver la solution du bonnet de bain. Si c'est un problème de bruit qui dérange régulièrement l'enfant, on peut utiliser un casque anti-bruit ou des bouchons d'oreille tout simplement pour avoir quelque chose d'un peu plus discret. Si c'est une sensibilité à la lumière, on peut utiliser des lunettes de soleil ou des choses de ce type-là qui peuvent vraiment apaiser. Il suffit. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'observer, de voir ce qui dérange et de voir comment on peut accompagner la personne dans ce malaise qu'elle ressent vis-à-vis de la lumière ou autre pour l'aider un peu. Si c'est possible, évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir éviter le genre de situation
ou le genre de choses qui posent problème, malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Donc là, il faut trouver des petites astuces, des petites parades. Dans mon cas, c'est un enfant qui a des problèmes avec le bruit. Ben, il a un casque anti-bruit que j'ai avec moi quasi en permanence pour pouvoir l'aider et anticiper ce genre de situation. Quand ce genre d'agressivité vient d'un problème de douleur, de malaise, d'inconfort, ben, toujours un système de communication va pouvoir aider, quoi qu'il arrive, un enfant ou une personne à exprimer le malaise qu'il ressent. Maintenant, il y a des petites choses qui peuvent aider aussi. Par exemple, une douleur, on peut avoir un tableau ou une représentation ou même une poupée sur laquelle l'enfant va pouvoir montrer où se situe la douleur, parce que parfois c'est difficile de le montrer sur lui, donc il aura plus facile de le montrer sur un dessin ou sur une poupée ou sur une autre personne. On peut fonctionner par mimétisme aussi. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Voilà, c'est des petites choses qui peuvent aider dans un premier temps. Alors ma petite astuce à moi que j'ai mis en place avec un de mes fils qui a pas mal de difficultés à s'exprimer, c'est le pansement. Donc en fait, quand je vois qu'il y a un truc qui est pas net et que j'ai l'impression par observation qu'il y a quelque chose qui le gêne, qu'il a une douleur, ça s'observe parfois par des positions, voilà, des choses, il se recroqueville, il va pas bien à la toilette, etc. Voilà, des choses qu'on peut identifier visuellement, mais on n'arrive pas exactement à savoir où se situe le problème avec précision. Eh bien, moi, tout simplement, je donne à mon fils un pansement et je lui demande où est-ce qu'il faut le mettre. Où est-ce qu'il faut mettre le pansement, où il est le bobo. Et voilà, en général, il me montre qu'il faut coller le pansement sur sa tête ou sur son ventre ou sur son bras. Et là, du coup, on a une indication plus précise de l'endroit où se situe le problème. Après, à partir de là, on peut identifier, c'est une plaie. S'il montre qu'il a mal, qu'il faut mettre le pansement sur son front, il y a de grandes chances qu'il ait mal à la tête. Donc voilà, à ce moment-là, on peut essayer d'intervenir ou aller voir un médecin en ayant une indication un peu plus précise de l'endroit où se situe le problème. Je conseille généralement, quand on est dans ce genre de situation où il y a une agressivité qui se développe parce qu'il y a un inconfort et un malaise qui se présente, je pense que il est important d'utiliser des petits mots, des mots courts, ne pas commencer à rentrer dans des discours, explique ce que tu as mal, est-ce que tu essaies de me montrer, machin. Non, montre bobo, par exemple, ça peut être autre chose, mais montre bobo, mes pansements, où il est le pansement. Voilà, il faut utiliser des phrases courtes et des instructions très claires et très courtes pour que l'enfant qui est déjà dans une situation de stress et d'inconfort puisse recevoir ce que vous lui apportez pour exprimer des choses. Alors, une autre cause que j'avais identifiée, c'était la difficulté à exprimer ses émotions. Comme je vous le disais tout à l'heure, un enfant qui a déjà une difficulté à s'exprimer va pouvoir, par exemple, ressentir quelque chose d'extrêmement positif, mais au final le traduire par de l'agressivité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne comprend pas ce sentiment qu'il ressent. Alors là, c'est un travail à faire en amont. Travailler avec lui via des jeux, via une verbalisation, quand vous-même vous ressentez des choses ou quand vous voyez que l'enfant pleure, lui exprimer tu es triste, tu es fatigué, quand vous voyez qu'il se frotte les yeux ou des choses comme ça, faire un travail avec des petits jeux, des jeux d'imitation, etc. De prendre toute une série d'images et lui apprendre à trier en verbalisant avec lui, là tu as l'image de quelqu'un qui est triste, l'image de quelqu'un qui est content, l'image de quelqu'un qui est fatigué, et voilà, utiliser des petits mots et éventuellement aussi utiliser une planche avec des petits pictos qui vont permettre à l'enfant d'exprimer. S'il ne sait pas le dire verbalement, peut-être vous montrer une image pour apprendre à dire voilà, je suis fatigué, ou alors j'ai mal, ou je suis triste, des choses dans ce genre-là. Et à chaque fois, vous pouvez avec lui modéliser, lui montrer, voilà, tu vois, là, pour le moment, tu pleures, tu es triste. Et le fait de le faire, je vais dire, quand tout va bien, va permettre à l'enfant, quand il commence à ressentir
faire monter la pression, voilà, je vais dire ça comme ça. Quand il commence à sentir que la pression monte parce qu'il y a ce sentiment qui est présent, il va pouvoir l'exprimer dans les moments difficiles si on lui a appris à le faire dans les moments où tout allait bien. Enfin, ben voilà, la frustration, j'en parlais tout à l'heure. Je suppose que vous vous souvenez de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la tartine de choco. Tous les matins, on n'a pas le même petit déjeuner. Quand c'est la tartine de choco, tout va bien. Quand c'est pas la tartine de choco, c'est catastrophe. Là, il s'agit d'une frustration, donc c'est une agressivité, une colère. Ben voilà, on peut envoyer le bol de céréales en l'air, on peut frapper, on peut voilà. Cette agressivité-là se traduit et provient d'une frustration que l'on rencontre. Alors là, on a 3 manières de réagir. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente sur les grilles d'analyse fonctionnelle, face à une frustration, on peut fonctionner par extinction, c'est-à-dire laisser l'enfant s'énerver et lui faire comprendre que là, il a droit à simplement sa tartine son bol de céréales et que c'est rien d'autre, et on attend qu'il se calme et on attend qu'il comprenne que voilà, c'est comme ça et pas autrement, et on attend que ça se passe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'extinction. Il y a le renforcement non contingent, c'est-à-dire que on sait que la tartine de choco, il l'attend. Du coup, on lui fait une espèce de planning en lui disant, voilà, le mardi, le jeudi et le dimanche, par exemple, tu auras droit à la tartine de choco, mais les autres jours, c'est pas ça. Mais la tartine de choco, elle va arriver à un moment, à un autre jour de la semaine. Donc voilà. La troisième solution, c'est la redirection. C'est-à-dire, la redirection, c'est tout simplement faire un peu diversion. Donc, on a un enfant qui fait une crise parce qu'il veut sa tartine au choco. On a décidé que c'était pas ça, que ce jour-là c'était un bol de céréales, une cracotte, que sais-je. On reste sur notre position, mais on essaye de faire diversion avec autre chose. Par exemple, on lui met une musique qu'il aime bien, on lui met un petit dessin animé qu'il aime bien, on lui propose d'avoir un cacao plutôt que la tartine au choco ou autre chose qu'il peut apprécier, un petit morceau de chocolat pendant le petit déjeuner, mais on ne donne pas la tartine de choco et on reste sur les céréales. Il faut être très prudent dans cette manière de fonctionner en faisant diversion pour éviter que l'enfant se dise « Ah ben tiens, c'est pas eu ma tartine de choco, mais c'est cool, quand je fais une crise, j'ai de la musique par exemple. » Donc, comment on fait pour ne pas provoquer cette réaction-là? C'est qu'on ne lui donne pas la musique uniquement quand il fait des crises. On peut aussi lui donner à d'autres moments où tout se passe bien, où tout est bien. Ça, il faut être très prudent à ce niveau-là pour ne pas rentrer dans un autre type de colère. Alors, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est des situations où je vous donne des solutions un peu d'observation, de réaction sur le long terme. Mais vous me direz, voilà, moi, j'ai un enfant, quand mon enfant il est parti en vrille et qu'il est en train de se frapper la tête dans les murs, ou qu'il est en train de me frapper, ou qu'il est en train de détruire ma cuisine, voilà, j'ai besoin de savoir tout de suite ce que je peux faire. Et voilà, ce genre de situation, j'y ai été confrontée aussi. Et je vais vous donner 2-3 petites choses. Vraiment, je ne peux pas vous garantir que ça va fonctionner avec votre enfant. Moi déjà, ça fonctionne parfois avec les miens, parfois pas. Voilà, mais c'est des choses qui peuvent éventuellement vous aider. Alors la première chose, c'est rester calme. Vous ne pourrez pas demander à votre enfant d'arrêter de vous frapper, d'arrêter de crier, d'arrêter de tout démonter si vous-même, vous êtes en train de lui hurler dessus et si vous-même, vous êtes dans un état pas possible. Donc c'est hyper difficile. Ça, je vous le concède. J'en ai été témoin moi-même et j'en fais l'expérience régulièrement. C'est super difficile de rester calme. Je dois avouer que moi, généralement, je reste calme pendant le moment difficile avec les enfants, et une fois que les enfants sont calmés et qu'ils sont partis, qui sont retournés dans leurs occupations, voilà, moi généralement je me mets à pleurer parce que c'est super difficile de garder son sang-froid et de rester calme pendant ces moments-là, mais c'est hyper important. Plus vous allez vous énerver avec lui, plus vous allez nourrir en fait cette agressivité et cette crise. Et ça va devenir un cercle sans fin. Donc il faut vraiment essayer de rester le plus calme possible. Il faut permettre quelque part à l'enfant ou à la personne de se défouler,
mais de manière sécurisée et de manière contrôlée. Comment? Moi, j'ai plusieurs astuces que je vais vous montrer. Vous pouvez par exemple utiliser un oreiller sur lequel l'enfant va pouvoir taper de toutes ses forces. Prenez un vieux truc, comme ça si jamais il le détruit, on s'en fout, mais vous le laissez vraiment se défouler là-dessus. Si c'est un enfant, comme moi j'ai le cas, qui a tendance à se frapper la tête, moi j'ai ce genre d'objet. Donc c'est voilà, une planche de piscine qu'on trouve un peu partout pour 3 fois rien, et je lui permets voilà, de se frapper la tête là-dessus, mais pas dans les murs. On peut donner du carton ou du papier, des choses qu'il va pouvoir déchirer, déchiqueter pour voilà, vraiment se défouler. Il y a aussi ce genre d'objet qui existe. C'est un frisbee en caoutchouc, vous voyez. Alors ça, c'est un truc qu'on peut utiliser pour les enfants qui mordent, par exemple. Ils peuvent mordre dedans autant qu'ils veulent, ça ne cassera pas, ça n'aura pas de répercussions, ça fera de mal à personne, mais lui, ça va pouvoir lui permettre de décharger totalement ce qu'il ressent et de se défouler totalement, mais de manière encadrée, je vais dire, et sécurisée. Une fois qu'on l'a laissé se défouler, etc., moi, personnellement, je passe à la phase un peu de retour au calme. Alors la phase de retour au calme, pour ma part, encore une fois, c'est une technique que moi j'ai développée et qui ne fonctionnera peut-être pas avec vos enfants, mais je vous donne l'astuce que moi j'ai mis en place. C'est que moi je leur propose de s'asseoir sur une chaise et de se calmer. Alors, ils s'asseyent sur la chaise, dans un premier temps, bien souvent, en fonction de l'enfant toujours, il va y avoir un minimum de contention à mettre en place. Qu'est-ce que j'appelle contention pour ma part? Moi, j'ai remarqué que mes enfants, la contention, ça ne marche pas. Plus je vais les contenir, plus ils vont s'énerver. Donc, j'essaye juste de les empêcher de se faire mal. Donc, voilà, si je vois qu'ils se frappent la tête, je vais mettre mon bras pour retenir un peu leur tête. Ou si je vois qu'ils tapent avec leurs mains, je vais tenir un peu leurs mains ou simplement leur donner la main pour essayer de retenir un peu les coups. Mais je ne vais pas avoir recours à vraiment une contention, donc vraiment retenir l'enfant de toutes mes forces pour qu'il ne puisse pas se faire mal. Maintenant, il y a des enfants qui vont avoir besoin de ce type de contention. Ça, c'est vraiment à vous de déterminer comment se comporte votre enfant et de quoi il a besoin. Vous allez pouvoir peut-être essayer, vous rendre compte que voilà, vraiment le contenir, ça le met encore plus en rage. Donc, vous allez avoir recours à des choses plus douces pour l'empêcher de se faire du mal, mais le contenir quand même et avoir une maîtrise de la situation. Alors moi je fais ça quand je vois que voilà, au bout d'un moment, en ayant des objets sur lesquels se défouler, en étant assis, en étant un peu retenu pour ne pas se faire du mal, quand je sens que voilà, progressivement ça redescend, je passe à la deuxième phase de la technique de retour au calme, c'est que je leur mets un timer, je les lâche là, je mets un timer, je mets une petite musique douce ou d'autres techniques qui peuvent fonctionner également, comme les enfants qui sont capables de comprendre ça, on peut utiliser des techniques respiratoires, donc inspirer profondément, expirer profondément pour vraiment se détendre. Bon, évidemment, ça, c'est pas des choses qui se mettent en place pendant que l'enfant est en train de tout déchirer et de tout de frapper dans son coussin. Non, ça, c'est vraiment des choses qui viennent quand on arrive sur la fin de la phase compliquée pour vraiment l'aider à décharger un maximum ce qui reste. Il faut savoir, ça c'est ce que les professionnels m'ont appris, que les enfants ou les personnes qui vont faire une crise pardon, relativement violente vont mettre, même s'ils ont l'air apaisés, vont quand même avoir un certain temps de sensibilité qui peut durer plusieurs heures pendant lesquelles il faut y aller un peu à tâtons parce que la moindre petite chose peut relancer la crise. Alors comme je vous l'ai dit, pendant ces périodes de retour au calme, on peut utiliser différentes méthodes. Bon, moi, c'est d'abord essayer de les retenir un peu, puis leur mettre un timer et on leur dit, ben voilà, pendant 15 minutes, par exemple 10, 15, ça c'est à vous de voir aussi, tu restes assis, on met un peu de musique, on reste calme, on se détend. Pendant cette période-là, vous pouvez utiliser différents objets
Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser la technique de respiration. Il y a des applications qui existent pour utiliser cette technique de respiration. Ça peut être de la musique, ça peut être des objets lestés, comme une couverture lestée ou une peluche lestée ou quoi, qui vont vraiment avoir un effet apaisant dans le sens où ça va poser un peu la personne et l'enfant. Donc tout ça, ce sont des techniques que vous pouvez utiliser. Alors je vais vous montrer les différents objets dont je vous ai parlé, qui sont les différents outils qu'on peut utiliser. Bon, alors déjà, il y a le casque anti-bruit. Alors les casques anti-bruit, c'est chouette parce qu'on en trouve, voilà, vous voyez ici, il se replie. Vous pouvez avoir ça dans un sac, dans une voiture, etc. Ça vous permet d'utiliser assez facilement et de l'avoir régulièrement avec soi. Il y a ce genre de petits objets, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous mentir, ça c'est un objet que moi j'ai acheté dans un magasin pour animaux, parce que normalement c'est un frisbee pour les chiens. Mais alors du coup, c'est super solide et on peut mordre dedans sans aucun souci, ça pose absolument aucun problème. Alors pour ces périodes de retour au calme, on a des objets dans ce type-là, qui sont, ça c'est une peluche lestée, qui n'a pas été achetée telle quelle. En fait, c'est une fabrication maison. Comme il y a peut-être certaines personnes qui l'auront reconnu, c'est aussi quelque chose qui vient d'un magasin pour animal, parce que c'est un jouet pour chien, que j'ai ouvert et je l'ai rempli de cailloux. Alors du coup, il est rempli de cailloux, ce qui fait qu'il est très lourd. Et de par sa forme, il peut être posé sur les genoux, il peut éventuellement être posé comme ceci sur les épaules pour avoir un effet de poids sur les épaules qui apaise un peu, qui pose un peu l'enfant. Hop, je vais retirer ça sans me faire mal. Dans le cadre des objets lestés, vous pouvez aussi avoir des couvertures toutes simples de ce type. Voilà, ça se vend avec différents poids. Il faut voir un peu comment le poids de la personne en question, la proportion. Ça, vous pouvez trouver sur Internet très facilement la proportion de lestage par rapport au poids de la personne. Ça vous permet d'identifier les objets que vous pouvez utiliser. Alors, il y a, comme je vous l'ai dit, ce genre d'objet qui peut à la fois être utilisé pour frapper, pour se frapper, pour frapper dedans, pour mordre dedans. Voilà, ça coûte rien du tout. À mon avis, là c'est une neuve, parce que j'en ai déjà eu quelques-unes qui ont été complètement détruites. Donc voilà, ça c'est encore un objet que vous pouvez utiliser. Un autre objet qui fonctionne, c'est ce genre de petite boîte. Ça c'est une boîte, en fait, une boîte à bruit, on appelle ça. Vous pouvez trouver ça sur Internet, sur Amazon ou autre. Et en fait, bon, là je ne sais pas vous la faire écouter parce qu'elle est déchargée. Ça se recharge avec une clé USB. En fait, c'est une boîte qui va émettre des sons, ce qu'on appelle des bruits blancs, des bruits sourds. Il y a aussi les bruits des vagues, les bruits de la forêt, les petits oiseaux, voilà, des petites musiques, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner. C'est à tester, évidemment, en fonction de la sensibilité de chacun. Ça peut fonctionner pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. Ça peut parfois les agacer plus qu'autre chose, mais voilà, ce sont des choses à tester. Et alors, comme je vous disais aussi, il y a les applis de respiration. Ça, c'est évidemment pour les enfants qui sont en mesure de comprendre et en mesure de respecter une technique. Voilà, il y a des applis de respiration. Voilà, par exemple, vous voyez la mer aller et venir et on demande à la personne d'inspirer et d'expirer sur le mouvement de la mer. On peut aussi avoir une petite bille qui monte et qui descend et on doit respirer en suivant la petite bille. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aider aussi. Une autre chose que je vous conseille vivement de faire, c'est d'identifier dans les moments où tout va bien, les musiques qui plaisent à votre enfant ou à la personne que vous avez à votre charge. Ça peut être un chanteur et on va se rendre compte, voilà, la voix de cette personne-là fonctionne très bien. Moi, par exemple, il se trouve que j'écoute du Julien Doré. Mes enfants adorent la voix de Julien Doré qui apparemment les apaise beaucoup. Et il se trouve qu'il a sorti une chanson, une comptine avec les crocodiles qui, chez moi, fonctionne du tonnerre pour les apaiser. Donc voilà, ce qui est bien, c'est de trouver, dans les moments où tout va bien, essayer de faire des petits tests et de voir un peu les réactions pour trouver les musiques qui apaisent et pouvoir les utiliser le moment venu. Alors, j'ai une dernière chose à
exposer, c'est, moi j'ai remarqué que mes enfants, surtout l'un d'eux, a tendance à fonctionner un peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire qu'il va accumuler au fil de la journée différentes choses qui vont provoquer une tension progressive. Et un peu comme le système d'une cocotte minute, la cocotte minute, elle évacue un peu de la vapeur régulièrement. Si cette vapeur n'est pas évacuée régulièrement, elle vous explose la cocotte minute à un moment donné à la figure. Et un enfant en situation de TSA, ça peut être pareil. Il peut apprendre à se gérer et à accumuler des stimuli tout au long de la journée, des choses qui le dérangent, qui vont vraiment s'accumuler en lui, et au bout d'un moment, bam, il n'en peut plus, il va y avoir une goutte, on va se dire mais enfin c'est rien du tout, mais lui aura accumulé tellement de choses auparavant que voilà, cette petite goutte en plus, bam, ça va être l'explosion totale. Et on va avoir là du coup un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé. Ce qui est important du coup dans ces situations-là, c'est d'essayer de mettre en place des défouloirs. C'est-à-dire qu'à différents moments de la journée, essayez de trouver quelque chose qui va permettre à votre enfant de vraiment se défouler. Moi, par exemple, un de mes fils, ce qui lui permet vraiment de se sentir bien et de décharger toute la pression, c'est le trampoline. Le trampoline, c'est un défouloir magique pour mes enfants. Donc, régulièrement dans la journée, j'essaye de faire en sorte qu'ils puissent aller dans le trampoline, qu'ils puissent aller à l'extérieur, qu'ils puissent courir, se défouler. Voilà, vous trouvez ce qui permet à votre enfant vraiment de se décharger et vous lui proposez régulièrement dans la journée. Sincèrement, ça c'est des choses qui vont vous permettre d'éviter d'avoir des crises à un moment donné du type cocotte minute comme j'appelle ce genre de crise. Maintenant, si vous avez des enfants qui sont un peu plus conscients des émotions et de ce qu'ils ressentent, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le thermomètre à émotion. Donc ça, c'est un thermomètre. Je vous le mettrai en photo parce que je n'ai pas pensé de l'imprimer pour vous le montrer sur la vidéo, mais je le mettrai en photo sur ma page Facebook pour que vous puissiez voir. C'est un thermomètre où l'enfant va pouvoir dire, voilà, là je me sens bien, tout va bien. Et puis voilà, on va passer, on est dans le vert, donc quand tout va bien. Puis on va passer peut-être à un moment donné à l'orange, où l'enfant va dire, voilà, moi je commence un peu à saturer, donc attention, je sens que je deviens tendue. Et voilà, et puis on a évidemment la phase rouge où ça part dans tous les sens parce que c'est compliqué. Et l'idée de ce thermomètre, c'est justement d'apprendre à l'enfant à repérer à un moment donné le moment où ça devient compliqué et où justement on va pouvoir avoir recours au défouloir et à des astuces pour faire redescendre la pression. Donc ça, je vous le mettrai sur Internet. Sur ma page Facebook, ça vous permettra d'identifier les moments où l'accumulation est un peu trop importante. Je vous rappelle aussi que dans une des vidéos sur les lectures conseillées, je vous avais conseillé le livre Le quotidien avec un enfant autiste. Et là, on vous explique notamment comment gérer les crises d'agressivité. On vous donne des petits tableaux, des petites astuces aussi dans ce bouquin-là. Donc, je vous le recommande vivement. Voilà, alors la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, c'est un sujet assez délicat et j'ai voulu essayer de vous donner des exemples et le maximum d'astuces que j'avais pu moi mettre en place. J'espère que tout ça vous aura aidé, notamment la personne qui m'a demandé de l'aide à ce niveau-là. Et je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à réagir, que ce soit en commentaire sur YouTube, que ce soit sur ma page Astuce Autisme sur Facebook ou via l'adresse email astuce avec s.autisme@gmail.com. Je vous remercie pour tout et j'espère vraiment que j'aurai pu vous aider un peu à ce niveau-là. À bientôt!